mendier sur le pas de ma porte. J'entends encore la voix de mon père résonner dans mes oreilles, froide et sans appel. C'est ton frère, Clémence, il le mérite. Ces mots ont scellé mon destin, ou du moins c'est ce que je pensais. Ils ont tout légué à Baptiste, la vaste demeure familiale avec son parc arboré, un fonds de placement conséquent de plusieurs millions d'euros, et les clés de la prestigieuse entreprise de design de meubles Valmont que mon grand-père avait bâtie à partir de rien dans le faubourg Saint-Antoine. J'ai hérité d'un petit studio mansardé dans le 18e arrondissement et d'une petite tape sur l'épaule. Tu es pleine de ressources, Clémence, m'avait dit ma mère, tu t'en sortiras très bien. J'ai fait bien plus que m'en sortir, j'étais furieuse. Mais j'ai canalisé cette rage pour construire quelque chose qui m'appartienne en propre. Pendant que Baptiste menait la grande vie, organisant des réceptions somptueuses à Deauville et prenant des décisions commerciales imprudentes, je travaillais jour et nuit. J'ai pris mon modeste héritage et je l'ai investi judicieusement en lançant un petit cabinet de conseil en stratégie depuis mon coin cuisine. Je me suis démenée, j'ai travaillé, j'ai fait des sacrifices. Lentement mais sûrement, mon entreprise a commencé à croître. J'ai embauché mon premier salarié, puis le second. Nous avons déménagé dans de vrais bureaux près de l'opéra. Les années ont passé dans un tourbillon de travail acharné et de détermination silencieuse. Pendant ce temps, les rumeurs sur la mauvaise gestion de l'ébénisterie Valmont par Baptiste se faisaient de plus en plus fortes. Il s'intéressait davantage à l'illusion du succès qu'au travail nécessaire pour l'obtenir. Il a remplacé le personnel expérimenté par ses amis d'école de commerce sans aucune qualification. Il a investi dans des projets immobiliers tape à accent grave l'œil et risqués qui se sont effondrés. Il considérait l'entreprise comme sa tirelire personnelle, finançant un train de vie totalement insoutenable avec des voitures de sport allemandes et des montres de luxe. Mes parents, aveuglés par leur favoritisme, refusaient de voir la réalité en face. Ils m'appelaient, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se vanter de la dernière idée géniale de Baptiste ou de son nouveau coupé sport. Chaque appel était un nouveau coup de poignard. Je gardais la tête basse et je me concentrais sur ma propre réussite. Ma société était désormais un acteur majeur du secteur. Nous versions dans l'innovation, l'expansion européenne et nous remportions des prix d'excellence à la Chambre de commerce. J'étais fière de ce que j'avais bâti, non pas avec une cuillère en argent dans la bouche, mais avec du courage et de la résilience. J'avais créé une nouvelle famille avec mon équipe dévouée, des gens qui m'appréciaient et me respectaient pour mes compétences et non pour mon nom de famille. Puis, il y a environ un mois, l'inévitable s'est produit. L'appel n'est pas venu de mes parents, mais d'un mandataire judiciaire. L'entreprise familiale avait déposé le bilan. Baptiste l'avait vidé de sa substance. La banque avait saisi la propriété de Saint-Cloud. Le fonds de placement s'était envolé dans des placements hasardeux. Ils avaient tout perdu. J'ai ressenti un mélange étrange d'émotions, une satisfaction amère, certes, mais aussi une profonde tristesse pour l'héritage que mon grand-père avait construit, désormais réduit en poussière. Une semaine plus tard, on a frappé à ma porte. C'étaient eux, mon père, ma mère et Baptiste, ressemblant à des fantômes de ce qu'ils étaient autrefois. Leurs vêtements de marque étaient froissés, leurs visages marqués par le désespoir. Pendant un instant, nous sommes restés là en silence. Mon père, l'homme qui m'avait écarté si facilement, ne pouvait même pas croiser mon regard. Clémence, a commencé ma mère, la voix tremblante, nous n'avons nulle part où aller. Baptiste, toujours aussi charmeur malgré sa déchéance, a essayé de forcer un sourire. Salut Frangine, ça fait un bail, on traverse une mauvaise passe, on a pensé qu'on pourrait peut-être squatter ici un moment, juste le temps de se remettre sur pied. Se remettre sur pied, l'arrogance était stupéfiante. Il m'avait systématiquement exclu de ma propre famille, avait remis mon héritage à mon frère et avait regardé de loin alors qu'il détruisait tout. Et maintenant, il se tenait sur mon palier, s'attendant à ce que je nettoie leurs dégâts. J'ai regardé leurs visages un par un. Mon père, un homme brisé par son propre manque de jugement. Ma mère, les yeux suppliants, et Baptiste, mon frère, l'enfant prodige qui ne parvenait toujours pas à saisir l'ampleur de son échec. La part de moi qui était encore cette petite fille désespérée d'obtenir leur approbation a ressenti une pointe de pitié. Mais la femme que j'étais devenue,
La femme qui s'était frayé un chemin vers le succès selon ses propres conditions, savait que la pitié était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Il le mérite, ai-je dit doucement, faisant écho aux paroles de mon père de toutes ces années auparavant. Le sang s'est retiré de leur visage. J'ai ouvert mon portefeuille et j'ai sorti 500 €, tout l'argent liquide que j'avais sur moi. Je les ai tendus à mon père. Cela devrait payer un hôtel bon marché pour quelques nuits pendant que vous trouvez une solution. Il y a un foyer d'accueil à quelques rues d'ici, ils servent un repas chaud à 18 h. Ma mère a commencé à pleurer. Baptiste m'a regardé, le visage figé par l'incrédulité et la rage. Après tout ce qu'on a fait, tu nous mets à la porte comme ça, a-t-il bafouillé. Après tout, ai-je demandé, ma voix montant d'un ton, tu veux dire après que tu m'as tout pris, après que tu as gaspillé l'héritage de notre grand-père, après que tu n'as jamais appelé une seule fois pour savoir si j'allais bien. Oui, Baptiste, après tout cela, c'est ce que tu récoltes. Tu voulais tout avoir et tu l'as eu, voici la conséquence. Vous avez tous fait vos choix, maintenant il est temps de vivre avec. J'ai fermé la porte, le bruit faisant écho à la sentence définitive de mon père des années plus tôt. Je me suis appuyé contre elle, le cœur battant. Ce n'était pas un acte de vengeance, c'était un acte de préservation. J'avais passé des années à me construire une vie, loin de leur favoritisme toxique et de leur mépris. Les laisser entrer signifierait laisser tout ce chaos et ce dysfonctionnement revenir dans mon univers. Cela signifierait sacrifier ma paix intérieure pour des gens qui n'avaient jamais rien sacrifié pour moi. Parfois, la chose la plus difficile à faire est aussi la bonne. Il s'agit de fixer des limites et de protéger la vie que l'on a bâtie avec tant d'efforts. Il s'agit de comprendre que l'on ne peut pas sauver des gens qui ne sont pas prêts à se sauver eux-mêmes. Ma famille a fait son lit et maintenant elle doit se coucher dedans. Quant à moi, j'ai une entreprise à diriger et un avenir à construire. Et pour la première fois de ma vie, je le fais entièrement selon mes propres conditions. Cette histoire est un rappel puissant de la réalité des dynamiques familiales toxiques et des conséquences du favoritisme parental. Dans de nombreuses cultures, et la France n'y échappe pas, l'enfant prodige est souvent celui sur qui l'on mise tout, au détriment des autres membres de la fratrie qui sont jugés plus résistants ou tout simplement moins importants. Clémence représente cette force tranquille, celle qui transforme le rejet en un moteur de réussite personnelle. Son refus final n'est pas une simple vengeance, mais un acte de justice poétique. En reprenant les mots exacts de son père, elle boucle la boucle et force sa famille à regarder en face l'injustice qu'ils ont commise. Il est fascinant de voir comment le succès bâti sur le mérite et l'effort personnel survit là où le privilège hérité et mal géré s'effondre. La décision de Clémence de ne pas les accueillir chez elle peut sembler dure aux yeux de certains, mais elle souligne une vérité essentielle, on ne peut pas reconstruire sa vie sur les ruines de ceux qui ont cherché à nous détruire. Elle protège son espace mental, sa réussite et son avenir. C'est une leçon sur les limites et le respect de soi. L'argent qu'elle leur donne est un geste de décence humaine minimale, mais son refus de les laisser entrer est un geste de survie émotionnelle. Selon vous, Clémence a-t-elle eu raison de fermer sa porte à sa famille après tout ce qu'ils lui ont fait subir, ou aurait-elle dû faire preuve de plus de compassion ?